Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous retrouver sur les antennes de la télévision du monde pour cette nouvelle édition de Politiquement Incorrect. Au menu de cette édition ce dimanche, nous parlons du budget 2019 de l'État du Cameroun. Le gouvernement entend en effet accroître les recettes non pétrolières. La loi des finances prévoit des recettes non pétrolières de 3079 milliards 500 millions de francs CFA pour un budget prévisionnel de 4 850 milliards 500 millions de francs CFA. Pour cela, l'État devrait augmenter le taux de pression fiscale. Dans ce contexte, ce matin, nous tenterons de comprendre les enjeux de cette fiscalité visiblement offensive qui est annoncée pour cette année. En deuxième dorsale, nous questionnerons l'objectif d'Élection Cameroun qui a lancé la nouvelle opération d'inscription sur les listes électorales. L'organe en charge de conduire le processus électoral et référendaire au Cameroun veut atteindre la barre de 10 millions d'électeurs inscrits au terme de cette nouvelle opération d'enrôlement. Mais comment inverser la courbe oscillant autour de 6,6 millions d'électeurs? Nous évoquerons ce sujet en deuxième dorsale de cette émission. Et enfin, le coup d'État avorté au Gabon et les résultats contestés en République démocratique du Congo nous servira donc de passerelle pour revenir sur les institutions démocratiques en Afrique depuis l'ère du pluralisme politique dans notre pays. Cette émission ce dimanche admet l'interactivité. Vous pourriez donc réagir au débat par SMS au 695 38 79 46 et par WhatsApp au 651 94 11 31. A tout de suite. Nous déclinons à présent le profil de ceux qui ont bien accepté d'être avec nous ce dimanche dans le cadre de cet amphithéâtre dominical pour parler de ces trois sujets inscrits à l'ordre du jour. Je vais commencer par le professeur Pierre Alaka. Bon dimanche et merci de nous avoir rejoints. Merci, bon dimanche. Merci à vos téléspectateurs. Merci de m'avoir associé et c'est une très bonne chose. Je rappelle que vous êtes fiscaliste et aux téléspectateurs, j'ai bel et bien dit professeur. Certains ont cru que c'était un lapsus, mais non, c'est un grade qui est désormais le vôtre depuis cette année 2019. Professeur Alaka, c'est le grade de la reconnaissance? Je ne sais pas, c'est le grade depuis 2018, si vous voulez. Et donc, je ne sais pas si c'est le grade de la reconnaissance. Mais ce que je sais, c'est que ça se joue dans la tête. Et le grade, il est une reconnaissance académique et administrative en même temps. Mais s'il y a reconnaissance, ça veut dire qu'en soi et de manière intrinsèque, on vaut déjà quelque chose. Juste en face de vous, on a évidemment le docteur Emmanuel Sonkan. Il est chercheur en sciences politiques. Merci d'être venu ce dimanche. C'est moi qui vous remercie. Écoutez, on va entrer dans le vif du débat. Le RDPC, comme d'habitude, est visiblement toujours en retard, pourtant notifié de la teneur des thématiques de cette édition. La haute hiérarchie a donné d'ailleurs son aval pour avoir un représentant de cette formation politique qui se fait attendre. La télévision n'attend pas. On va donc débuter le débat avec ces deux invités qui ont bien accepté de respecter le principe de ponctualité qui cadre désormais les programmes sur nos antennes. Professeur Alaka, on va commencer par ce budget 2019 de l'État du Cameroun. Les recettes internes de l'État du Cameroun sont une priorité. Certains y ont vu évidemment la question de la pression fiscale, du redressement fiscal à travers l'élargissement de la fiesse fiscale. À quoi faut-il s'attendre au cours de cette année 2019 concrètement? Je voudrais rappeler d'abord que nous sommes dans un système déclaratif, c'est-à-dire que c'est le contribuable lui-même qui assoit ses impôts, qui déclare et qui paye, jusqu'au moment où l'administration fiscale, par l'exercice du droit de reprise, arrive dans l'entreprise pour essayer de s'assurer de l'exactitude des déclarations du contribuable et surtout de leur pertinence. Donc, de ce point de vue, c'est tout à fait normal
que l'administration fiscale revienne au sein des entreprises pour s'assurer par ce qu'on appelle le contrôle fiscal du caractère probant de la comptabilité déclarée de l'entreprise. Mais le problème que moi j'ai avec notre administration fiscale, c'est que pendant plusieurs années aujourd'hui, peut-être 4 ou 5 ans, on avait volontairement arrêté les contrôles fiscaux. Le JICAM et la Direction générale des impôts avaient pondu un communiqué disant qu'à l'époque où on assurait l'intérim de l'ancien président décédé, et ils ont pondu un communiqué dans lequel ils disaient que les contrôles fiscaux allaient être arrêtés. Ils ont appelé ça une espèce de pause fiscale, entre guillemets. J'avais dit en son temps que c'était une violation de la loi. Parce que la loi dit le système déclaratif, le contribuable déclare, l'administration fiscale vient vérifier. Au nom de quoi on peut violer la loi en empêchant l'administration fiscale de venir vérifier les entreprises. Et je l'avais dit, personne n'a réagi. Mais aujourd'hui, peut-être c'est le fait de l'actuel ministre, on se surprend pour dire qu'on va maintenant appuyer sur l'accélérateur du contrôle fiscal pour élargir l'assiette fiscale. Soit, mais les exercices qui sont proscrits, qu'est-ce qu'on en fait? L'État a perdu beaucoup d'argent. Docteur Emmanuel Sonquin, l'augmentation du taux de pression fiscale aujourd'hui devrait être inquiétant pour les entreprises. Et effectivement, cette augmentation devient être inquiétante parce que déjà je tiens à saluer le professeur qui m'a donné cours de finances publiques à l'université de Douala. Il ne peut pas me reconnaître au regard du nombre d'étudiants, donc c'est un honneur et un privilège pour moi. Donc j'étais de disance que effectivement cette pression fiscale aura une conséquence sur la population. Parce qu'une fois qu'on exerce une forme de pression fiscale sur les entreprises, elles vont essayer de se rattraper en augmentant d'une certaine manière la vente de leurs produits. Moi, je vais un peu aller en amont. Je me rends compte que l'État du Cameroun fait face à plusieurs défis. Nous avons la guerre de Boko Haram qui nous a usés financièrement. Nous avons à cela cette guerre sécessionniste qui a lieu. Nous avons les chantiers de la canne qui ont été pratiquement un gouffre financier. Donc l'État, c'était prévisible qu'à un moment donné, l'État cherche de nouveaux fonds pour essayer de se remettre sur pied. Alors, docteur Alaka, il y a quand même que... professeur Alaka, il va falloir que je m'y habitue désormais, ce n'est pas évident, mais je vais m'y habituer. Alors, professeur Alaka, cette année 2019, il y a quand même que les chantiers de la canne doivent s'achever, effectivement, comme l'a noté le docteur Emmanuel Sonquin, mais il y a également le fait que cette canne ne va pas se tenir au Cameroun. Est-ce que cela pourrait entraîner un correctif du budget qui a été voté en novembre 2018? Et naturellement, lorsque vous savez très bien que le budget, c'est une prévision des recettes et une prévision des dépenses. Donc, ce n'est pas acquis au départ jusqu'à la loi de règlement. Et ça veut dire que lorsqu'un événement, ce qu'on appelle ailleurs l'imprévision, survient, eh bien, il est de bon ton. Si l'imprévision survient en recettes, c'est-à-dire il y a beaucoup de recettes, il est tout à fait normal qu'on fasse une loi de finances rectificative. Si l'imprévision survient en matière de diminution des dépenses, également, il est tout à fait normal qu'on fasse un correctif qui va permettre d'affecter ces dépenses-là à autre chose. Dès lors que pour parler de la canne, à laquelle vous faites si opportunément allusion, on ne va plus l'organiser. Et sauf si on voudrait continuer, comme l'a dit le président de la République dans son adresse à la nation le 31 décembre dernier, si les travaux continuent, je crois qu'il n'y aura pas de raison de faire un correctif budgétaire. Mais si certains chantiers sont mis en berne, eh bien, il faudrait affecter ces prévisions de recettes à autre chose en attendant que ça se réalise. Et je voudrais revenir sur les questions de pression fiscale. Vous savez que la pression fiscale est un indicateur de politique économique, un indicateur de politique fiscale. C'est le rapport entre ce que je gagne, ce qu'une entreprise gagne et ce qu'une entreprise paye comme impôt. C'est ce rapport-là. Et sur le plan national, c'est le rapport entre ce que l'État a gagné en termes d'impôts par rapport au PIB. Alors, si on se rend compte que ce taux est élevé, ça veut dire que l'État prélève plus qu'il n'en faut. Et le danger de voir l'État prélever plus qu'il n'en faut,
c'est qu'on peut passer soit à l'économie de trop, soit à une résistance à l'impôt. Des gens refusent de permettre à l'État de recouvrer plus qu'il en faut. Donc c'est là le danger de la pression fiscale, parce que, or, dans notre pays, cet indicateur n'est pas très bien connu, parce que déjà, on ne connaît pas le PIB exactement de notre pays, je peux vous le certifier. On ne connaît pas très bien ce que l'État recouvre, de définitif, parce que l'impôt est recouvré de manière définitive, dans la mesure où l'État recouvre le contentieux. Si vous lisez la nouvelle loi de finances, vous allez vous rendre compte que maintenant, il va falloir payer 100% avant d'obtenir gain de cause, pour obtenir gain de cause. Et lorsqu'on obtient gain de cause, qu'est-ce qu'on fait? Il faut se faire rembourser d'une manière ou d'une autre. Or, l'État... Cela est possible. Parce que quand vous essayez de faire un tour dans certaines entreprises, j'ai eu à travailler avec certains hommes d'affaires dans le cadre de l'élaboration de certaines stratégies d'entreprise, je me suis rendu compte que une bonne partie n'était pas en règle sur un plan de la fiscalité et des impôts. Et c'est là, effectivement, qu'on pourra aller courir vers une fermeture d'entreprise ou vers une ouverture d'entreprise. Mais il est très important que les Camerounais apprennent qu'il est important de payer leurs impôts. Professeur Pierre Alaka, vous aviez tout à l'heure indiqué dans vos propos que ce contrôle obéit à des procédures. On va y arriver sur ces procédures-là pour qu'on comprenne les mécanismes qui seront peut-être enclenchés par ce ministère des Finances pour recouvrer ces recettes internes-là. D'abord, comment on en est arrivé à cette situation où payer des impôts dans notre pays devient un véritable défi? Non, mais pas seulement dans notre pays, dans tous les pays. Personne ne paye les impôts volontairement. Personne. Personne. Personne ne paye dans aucun pays au monde. Personne ne paye les impôts volontairement. Vous vous souvenez que le président des États-Unis, Trump lui-même, a été indexé de fraude fiscale. Il a dit non, il n'a pas fait de fraude fiscale, il a fait l'évasion fiscale. Et les inspecteurs des impôts n'avaient qu'à bien comprendre leur travail. Donc tout le monde... L'État fait tout pour avoir de l'argent dans l'exercice de son droit de reprise. Le contribuable fait tout pour échapper au paiement d'un surplus d'impôts. Plusieurs entreprises, parmi lesquelles on a des entreprises qui ont le monopole dans quelques secteurs d'activité. Comment faire pour que les gens comprennent d'abord l'enjeu, parce que l'enjeu électoral, il est parfaitement présent, et qu'ils comprennent qu'il y a urgence à s'inscrire sur les listes électorales? Bah, écoutez, moi, je vous ai dit que ces questions-là ne sont pas les miennes. Hein. Mais en tant qu'homme de la rue, j'essaie de donner des éléments de réponse. Parce que moi, j'écoute comment les gens y parlent, comment les gens raisonnent. Aujourd'hui, nous sommes face à une gouvernance monocolore. Vous comprenez? Et ce n'est pas toujours bien dans l'intérêt d'un État. Ce n'est pas bien. Et il faut donc peut-être qu'il y ait, si les uns ont le pouvoir exécutif, que les autres aient quand même le pouvoir législatif ou le pouvoir régional, de sorte que les équilibres puissent se faire dans l'intérêt du pays. Moi, voilà ce que je dirais en tant qu'homme de la rue. Donc, il faut que les gens aillent s'inscrire dans les listes électorales. Contrairement à ce qu'a dit Emmanuel tout à l'heure, j'ai indiqué ici au départ que nous, à l'école primaire, on nous disait que voter est un droit. Et ce qui est droit est obligatoire. C'est le droit. Ce qui est droit est obligatoire. On nous disait ensuite que voter est un devoir. Et ce qui est devoir également est obligatoire. À l'école primaire, quand on nous donnait le devoir, si tu ne fais pas, on te fouette le lendemain matin. Et le fouet était une très bonne chose que tout le monde craignait. Et ça nous permettait de faire nos devoirs. Donc moi, je crois que pour amener également les gens à aller s'inscrire, pourquoi on ne dirait pas que le vote est obligatoire dans notre pays comme dans certains autres pays? Ça permettrait d'avoir une bonne lisibilité politique, ça permettrait de légitimer tout le monde qui possède un mandat électif, et ça permettrait à notre pays d'avancer. Il ne faut pas qu'on regarde toujours le pays, comme certains le pensent, comme une chasse gardée des uns et pas des autres. Nous tous, nous devons concourir au développement de notre pays, et ça se fait par l'élection. Donc, et chacun est libre de voter qui il veut lorsque il y a élection. Le problème, c'est faciliter l'accès à cette élection.
Donc mettre en place un dispositif législatif qui permet à tout le monde, justement, d'être contraint de s'inscrire, même s'il n'est pas contraint d'aller voter. Mais si on dit que le vote est obligatoire, eh bien on ira voter. Ceux qui ne veulent pas voter iraient, mais vont s'abstenir. Sinon, vous allez voir une profusion de croyances qui vont dire que voter ne sert à rien et n'allez pas voter. Mais alors, lorsque les autres ont voté, vous bénéficiez de ce régime-là comment? Voilà le problème. Docteur Emmanuel Sonkin, c'est quand même assez curieux de comprendre que les Camerounais veulent, pour certains, une bonne partie de l'opinion, aspire à un type de changement dans la gestion des affaires, mais on n'a pas le sentiment que le même engouement se développe lorsqu'il faut se faire inscrire sur les listes électorales. On a des débats dans les chaumières sur la question de la légitimité des uns et des autres. C'est un problème au regard de la population électorale potentielle. Comment on fait réellement pour que les gens comprennent l'urgence et l'enjeu justement de cette opération dans un pays démocratique? Ok, je vais répondre à cette question en utilisant deux arguments. Premier argument, le fait historique. Vous savez, avec la fameuse élection de 1994, quand nous sommes arrivés au multipartisme, à cette époque-là, il y a eu un soubresaut national. Les Camerounais, je n'étais pas encore assez mature à cette époque, mais les Camerounais ont fédéré à l'idée des élections. Et ça a conduit ce que ça a conduit. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il se passe que les élections qui vont suivre, le soi-disant gagnant appelle au boycott. Tout ceci a créé une fracture dans le subconscient des masses populaires. Donc, les masses populaires, au regard des événements qui vont suivre, vont d'une certaine manière assimiler ce soi-disant gagnant au parti au pouvoir. Voilà ce qui commence à désintéresser les Camerounais de la chose, de la question électorale. Voilà ce qui pousse les Camerounais à un moment donné de dire « Ah, tout ça ne sert à rien ». Mais on arrive maintenant à une période où, avec notamment ce que Cabral Libya a lancé, qui a créé un certain émoi. Si vous avez observé les élections qui se sont déroulées récemment, moi j'ai fait un constat, il y a une implication jeune de la chose politique. La preuve, quand vous regardez de plus en plus des plateaux télé, vous vous rendez compte que c'est des jeunes qui interviennent d'une certaine manière. Vous regardez à peu près la constitution de certains partis politiques, vous vous rendez compte qu'on a renouvelé la classe. Donc il y a une implication et un intérêt pour les jeunes de la question et de la chose politique. Une fois qu'on arrive à ce stade-là, où à un moment donné de l'histoire, on a désintéressé les gens pour un but précis, parce qu'il fallait maintenir une certaine personne, une certaine catégorie de personnes au pouvoir. Et maintenant, à une nouvelle saison, une nouvelle tendance, ou si vous voulez, un nouvel émoi se crée, qui commence à intéresser les gens. On essaye de tout faire pour casser ce mécanisme qui est en train d'être mis sur pied. Comment on peut faire pour intéresser les gens? Eh bien, les gens ont déjà pris goût. Je crois que les gens ne pourront plus se laisser distraire. Les Camerounais ont compris et ils ne sont plus dupes que ça ne sert à rien de bavarder au quartier. Et moi, lorsque j'allais voter récemment, cette image m'a amusé. J'ai vu un monsieur qui allait tout fièrement et je lui pose la question, juste pour savoir où il va. Je lui pose la question, mais vous allez où? Il dit, c'est ma première fois de voter. Il n'était pas jeune, il était âgé. Et tout le tapage qu'il y a eu, s'il faut utiliser cette expression, autour des élections présidentielles, ont donné un certain intérêt. Je suivais des gens, lorsque j'allais voter, je suivais des gens dire mais dommage, je n'ai pas ma carte d'électeur. Il faudrait juste que les médias, les partis politiques essayent de raviver cette flamme pour que nous aboutissions à quelque chose. Eh bien, nous faisons ce devoir aujourd'hui et ce dimanche en invitant une fois de plus les Camerounais à s'inscrire massivement sur les listes électorales. Ce n'est pas la peine d'attendre les dernières minutes pour s'engager dans cette opération. Pour ceux qui aspirent au changement entre guillemets, il y a donc urgence. Allez vous inscrire sur les listes électorales et accomplissez ce devoir qui est important dans un pays de démocratie. Les élections s'annoncent. Il ne faut pas rater le coach municipal et législatif, peut-être les régionales, comme certains semblent l'annoncer. Sortons de ce sujet sur les inscriptions sur les listes électorales et on va dire un mot parce que juste à côté du Cameroun, quelques pays limitrophes
semblent vouloir connaître l'instabilité. D'abord, le Gabon, qui a essuyé un coup d'État avorté en l'absence du président Ali Bongo Ndimba, qui est en convalescence au Maroc. Quelques miliciens ont cru bon, justement, d'annoncer la mise sur pied d'un conseil de restructuration, dit-on, de ce pays avant d'être stoppé net par les éléments de la garde républicaine. En République démocratique du Congo, l'actualité est également émaillée par quelques incidents qui ont éclaté au lendemain de la publication des résultats par le Conseil électoral. Le candidat malheureux à cette élection présidentielle, issu de la coalition, a d'ailleurs décidé hier samedi d'introduire un recours auprès du Conseil constitutionnel pour contester les résultats provisoires rendus publics par le Conseil électoral de ce pays. Nous allons parler de ça d'abord avec le professeur Pierre Alaka. Que peuvent être les incidents de ces deux actualités qui semblent poser en toile de fond la question justement des institutions démocratiques en Afrique, et quel peut être l'incident de... Vous savez, le problème de l'Africain noir, c'est qu'il est le bourreau de son frère. Et chacun veut être aux yeux du public, aux yeux de l'opinion publique, ce qu'il n'est pas à ses propres yeux. Parce que les fonctions, la fonction de président de la République, ce n'est pas une fonction ordinaire. Et aujourd'hui, on est tous d'accord que pendant longtemps, nous avons été manipulés par l'Occident. Nous avons été manipulés par l'Occident pour nous entretuer à leur profit. Et si aujourd'hui, en plein 21e siècle, les gens n'ont pas compris que nous devons cesser d'être manipulés et nous devons tenir compte de la solidité de notre pays pour notre développement, de la marche en avant de nos États. Parce qu'un coup d'État, ça brise la marche en avant. On recommence généralement au point zéro. Parce que celui-ci va arriver, il dit rédemption nationale, sauvetage généralisé. Chacun va arriver avec son... Et quand on va d'un coup d'État, et on va de coup d'État en coup d'État. Non, nous avons accepté d'élire démocratiquement nos dirigeants. Ce sont d'être les girouets de l'Occident. Parce que tout ça, c'est l'Occident. Vous avez parlé du Gabon. Comment quelqu'un peut se tenir assis dans une chaîne de télévision avec deux bonhommes armés derrière et demander au peuple, si tu dors, réveille-toi, si tu m'as cessé de manger, va dans la rue. Mais alors, ça c'est quel coup d'État ça? Ça veut dire qu'on a voulu tester quelque chose. Si ça avait marché maintenant, les commanditaires allaient maintenant intervenir pour dire oui, le peuple gabonais s'est soulevé contre un président malade, et ainsi de suite. Et parce qu'ils auraient fait tout pour qu'on tire un peu sur la foule, de sorte qu'il y ait effusion de sang et qu'on se serve donc de ça. Heureusement, le peuple gabonais est resté... Fait preuve de maturité. Mature, et ça n'a pas marché. Et l'événement en République démocratique du Congo, c'est la même chose. Voilà ces gens qui prennent quelqu'un, ils vont l'adouber, je ne sais pas dans quel pays en Occident, à Bruxelles ou à Genève, je ne sais pas trop où. Et les élections se passent, il rate, et c'est lui seul qui conteste les élections. Donc dans sa tête, quand l'Occident l'a adoubé, eh bien, il doit être président. Parce que chez nous, on a dit que pour être président, il faut que l'Occident t'adoube. Non. On n'a pas de l'inscription dans la liste électorale tout à l'heure. Il faut que les organes chargés de proclamer les élections respectent le verdict des urnes. C'est à ce prix qu'on va être respecté par les autres. Je pousse plus loin mon raisonnement. Quand, dans le cas de la République démocratique du Congo, quelqu'un dit que je conteste ces élections, une autre puissance étrangère, je crois que c'est le ministre Le Drian des Affaires étrangères de la France, qui dit que je ne suis pas d'accord avec ces résultats. Mais au nom de qui et au nom de quoi le dit-il? Eux qui disent qu'il faut respecter les institutions étatiques et que la démocratie s'est donnée. Au nom de quoi il va dire qu'il n'accepte pas ces élections? Il est qui? Et puis cette affaire de demander toujours à l'Occident de venir, vous appelez ça quoi? Observer. Observer les élections chez nous. Est-ce que nous on observe les élections chez eux?
Vous avez déjà vu qu'un pays africain allait observer les élections, ou bien l'Union africaine et allait observer les élections en France ou aux États-Unis. Mais c'est nous-mêmes qui tendons la main pour qu'on soit fouettés. C'est nous qui baissons la culotte pour être fouettés aux fesses. Pour, comme disent les enfants, pour être touchés. Parce que ton enfant va dire que la maîtresse m'a touché aux fesses. Ça veut dire que la maîtresse l'a tapé. C'est nous-mêmes. Le moment est venu avec ces deux événements pour que l'Afrique noire, surtout l'Afrique noire, consacre sa souveraineté. Et se dise, aujourd'hui, nous allons faire nous-mêmes ce que nous devons faire avec nos institutions. Bien sûr, il faut que les institutions aussi jouent le rôle. Il ne faut pas qu'on assiste aussi à des choses où on peut remettre en cause qu'est-ce que je veux dire, la sérénité, la sincérité de nos organes. Que nos organes se disent, je suis citoyen, j'ai été nommé au Conseil constitutionnel, par exemple, par le président de la République. On ne pouvait pas aller chercher un extraterrestre non camerounais. Eh bien, j'ai cette fonction. On aurait pu nommer n'importe qui. Je dois exercer ma fonction conformément à l'éthique de cette fonction. C'est ça qu'il nous reste à faire. Si nous traversons ce pas, vous allez voir que ces gens vont être boutés dehors, comme on les a boutés en République démocratique du Congo, parce que là-bas, on a refusé leur présence comme observateur des élections. Et ça les a énervés parce que justement, comme c'est connu, voilà une élection où ils proposaient 19 millions de dollars, alors que cette élection a été faite à moins de 850 000 dollars. Vous voyez donc qu'ils se servent parfois de nous pour voler leur propre pays. C'est eux les grands corrompus et les grands corrupteurs, ces gens-là. Et ils ont toujours des leçons à nous donner. Il faut que nous, les Africains, nous grandissons. Il faut que nous devenions des hommes. Il faut que nous prenions en main notre propre destin. Cette histoire de dire, quand vous voulez prendre une décision, que va penser tel pays occidental? Que va penser tel pays occidental? Est-ce que quand ils prennent leur décision là-bas, ils disent, que va penser le Cameroun? Est-ce qu'ils savent même si le Cameroun existe? Ou le Gabon ou le Congo? Encore que le Congo, ils savent qu'ils existent parce que c'est une calamité géologique mondiale. C'est calamité sur le plan, entre guillemets, sur le plan positif, parce que c'est le pays le plus riche du monde en matière première, en matière de sous-sol et de sol. Et tout le monde va puiser là-bas. Mais si aujourd'hui la République démocratique du Congo se ferme, vous verrez que ces pays vont être sous-développés bientôt. Et ils viendront dans nos États pour chercher la pitance et nous allons les compter dans nos rues comme des mendiants. Docteur Emmanuel Sonquin, la lecture que vous faites de ces deux sujets d'actualité qui, comme je le rappelais, posaient quand même en toile de fond à la fois la question de l'ingérence dans la politique interne des États, la remise en cause des institutions démocratiques et même la maturité des pays africains. Oui, avant de parler d'ingérence, de maturité et de tout le reste, j'aimerais un peu m'appesantir sur le cas du Gabon. Quand vous observez un pays comme le Gabon, c'est des monarchies, je dirais, démocratiques. Le père a géré le pays pendant longtemps, le fils prend le pays. Et vous vous rendez compte qu'à un moment donné, ça crée un mal-être. C'est pratiquement la même chose que Vifo et Asimbe au niveau du Togo. Donc les gens, à un moment donné, sont fatigués. Et puis vous avez un président qui se trouve dans une certaine incapacité. Mais je crois que le bon sens voudrait qu'on essaye de revoir à un certain niveau le jeu politique à cet instant précis. Ma position au regard de cette affaire est un peu, je n'oserais pas la dévoiler ici, mais ce que je dirais, c'est que quand moi j'ai suivi le discours de ces jeunes gens, parce que quand vous observez, ce sont des jeunes, parce que c'est les jeunes Africains qui souffrent, c'est les jeunes Africains qui sont en train de prendre la route pour s'exiler, c'est eux qui meurent dans l'océan, c'est eux qui sont en Libye, c'est eux qui souffrent en général. Quand j'ai vu 3 jeunes gens qui ont pris le risque, qu'ils soient manipulés ou pas, je ne sais pas, mais qui ont pris le risque quand même de poser un acte. Quand vous écoutez attentivement leur discours, vous sentez la peur. Vous lisez dans l'expression de leur visage qu'ils ont pris un risque, ils attendent que le peuple se lève.
pour qu'une fois que le peuple s'élève, ça change totalement la donne. Mais là où je ne suis pas d'accord avec eux, c'est que là où il faut pousser le peuple à se lever, c'est en allant s'inscrire. C'est en ayant une culture politique. C'est en ayant une culture nationaliste. Et je reviens au problème d'ingérence dans les deux cas. Quand les anglo-saxons mettaient sur pied ce qu'on appelait l'Indalekol, c'est-à-dire préparer une élite africaine à prendre les destinées de leur peuple, les Français ont fonctionné par l'assimilation. Et apparemment, la puissance coloniale française n'a pas compris que nous ne sommes plus à l'ère de l'assimilation. Nous sommes peut-être des Noirs, comme ils veulent nous faire comprendre tout le temps, mais nous sommes allés à l'école. Nous avons lu leurs livres. Nous avons lu ce qu'on appelait la Révolution française. Quand les gens affamés et oppressés par Louis XIV ont décidé de sortir dans la rue et mettre un terme à la monarchie pour qu'on aboutisse à la République. Nous avons lu ces livres. Et nous avons fait ces cours d'histoire dans nos différentes salles de classe. Donc nous avons compris qu'à un moment donné, ce colon-là a été oppressé et scellé. C'est depuis l'Afrique qu'ils ont demandé à ce que les choses changent, en appelant nos pères et nos grands-pères et nos arrière-grands-pères à prendre des armes. Donc nous avons compris qu'ils nous ont longtemps exploités. Je crois que tout ce que l'Europe essaye de faire, c'est d'essayer de maintenir la main mise sur ce que les gouvernements africains sont en train de faire. Ils essayent autant que cela se peut de contrôler le jeu électoral, parce que le jeu électoral les avantage. Aussi longtemps, regardez bien, quand c'est un leader qui les avantage, il n'y a aucune contestation. Il y a eu plein d'élections dans les régions d'Afrique francophone. Il n'y a pas eu de contestation. Pourquoi c'est celle-ci, subitement, que l'organe électoral pose un problème? Je tiens ici à saluer le président Kabila, qui a fait preuve d'une maturité au regard de son jeune âge. Parce que moi, je l'appelle le Poutine africain. Il a désaxé tous les pronostics. Moi, je pousserais même mon analyse loin en pensant que celui qui l'a adoubé comme son dauphin, officiellement, n'était pas son dauphin. Exactement. Je fais cette analyse parce qu'il a compris que s'il reconnaissait officiellement une telle personne, tous les regards allaient se braquer sur lui. La preuve, c'est que Kabila détient une bonne majorité du Parlement et du Sénat. Donc il y a une forte probabilité qu'il revienne lors des prochaines élections. C'est ce que nous voulons, que des gens mettent sur pied des dispositifs légaux qui n'empiètent pas le peuple, qui n'empiètent pas la liberté. C'est le droit, on est libre de surfer dessus comme on veut. Mais pas qu'on monopolise le pouvoir, pas qu'on monopolise les peuples, pas qu'on oppresse les uns et les autres, parce qu'on a l'impression qu'on peut s'éterniser au pouvoir. Ça ne peut pas se faire. Et je chute en disant ceci, je l'ai tantôt soulevé, les Noirs ont compris. Ils ne sont plus dupes. Et je tiens à féliciter le rôle des médias dans ce sens-là, notamment l'été, pour tous le travail de communication qui est fait dans ce sens-là. Professeur Pierre Alaka, les Noirs semblent avoir véritablement pris le taureau par les cornes pour ce qui est de l'avenir sur le continent. Je voudrais peut-être qu'on sorte de ces échanges de ce dimanche avec une expression attribuée à l'ancien président américain. Faut-il avoir des institutions fortes? A-t-on les institutions fortes en Afrique, au-delà évidemment des critiques qui sont formulées au sujet de l'ingérence étrangère dans la politique interne des États africains? Moi, je crois qu'on a des institutions fortes, autant pour moi, mais on n'a pas des hommes forts pour mettre en place ces institutions fortes. Moi, c'est ça que je crois. Dans la mesure où les hommes se servent des institutions, ils ne sont pas forts. Vous comprenez? Les institutions fortes sont là. C'est l'homme qui dit, ce n'est pas moi, c'est les institutions. Et c'est de ça que j'ai parlé tout à l'heure. Quand j'avais cette figure de rhétorique tendant à dire que lorsqu'on est nommé à une responsabilité, comme peut-être membre du Conseil constitutionnel, ce n'est pas un extraterrestre qu'on aurait mis là-bas. On aurait mis toujours un Camerounais, d'où qu'il vienne, qui qu'il soit. Il faut prendre la mesure de sa charge pour que cette institution soit forte et respectée. Mais lorsque vous ne prenez pas la mesure de votre charge, ni vous, ni l'institution, personne n'est fort. Et c'est pour ça que ces gens peuvent rentrer chez nous comme un couteau dans une papaye mûre. Merci en tout cas d'être venus, chers invités, dans le cadre de cette livraison de votre amphithéâtre dominical
politiquement incorrect. Je dis infiniment merci, vraiment grand merci au professeur Pierre Alaka. Félicitations, peut-être qu'on va, on va l'arroser au terme de cette émission. Vous êtes désormais dans le cercle très fermé des professeurs, et c'est d'ailleurs mérité, puisque vous êtes dans votre domaine le spécialiste de référence, la fiscalité. Je voudrais également dire merci au docteur Emmanuel Sonquin, chercheur en sciences politiques. Merci pour ces éclairages, puisque la télévision voudrait également apporter la science auprès de nos téléspectateurs. Merci d'être venu et bon dimanche. Merci à la réalisation et à toute l'équipe technique qui m'a aidé à préparer cette émission. Merci également à la rigueur et la discipline sur la ponctualité qui a désormais de mise pour ces programmes. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir accordé votre attention ce dimanche. À dimanche prochain. Au revoir.